Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 28 avril. Toute l'actualité près de chez vous, invités, météo, découvertes, reportages, culture et les sports, avec l'inauguration en présence du prince Albert II cet après-midi de l'exposition anniversaire des 40 ans du Stade Louis II intitulée « Il était une première fois ». Nous serons avec son commissaire, le journaliste et comédien Gérard Rolls. Une toute nouvelle récompense pour la chef pâtissière du Monte Carlo Bay, Floriane Grand, après avoir décroché le prestigieux titre Passion dessert du guide Michelin. C'est au tour du Goemio de la distinguer par le trophée pâtissier pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Témoignage gourmand dans un instant. Nous évoquerons également la préparation d'un dîner gastronomique diplomatique, pas comme les autres, au lycée Régnier 3. Et nous nous intéresserons à la première étape du concours « Dessine-moi un jardin » avec la mise en place des massifs fleuris en principauté. Et le début de ce journal par le Monaco Clean Fusion Forum qui s'est tenu toute la journée au Yacht Club aujourd'hui. Un forum qui permet à des dirigeants du monde entier de se rencontrer et d'échanger sur les innovations dans les énergies propres. Organisé avec le soutien de la Fondation Prince Albert II, en présence du prince souverain. Voici le reportage signé Alban Gingembre et Julien Logier. Pôle mondial de l'innovation dans les énergies propres, Monaco accueille des dirigeants du monde entier afin de réfléchir à de nouvelles technologies pour un avenir durable et neutre en carbone. Au cœur des discussions, la fusion nucléaire. As investors around the world are looking at what are the new technologies, what are the innovations, what are the unstoppable trends in the future, fusion and clean energy are at the very top of that list. So it's very important that we talk about it, that we uncover all of the things that need to happen before fusion becomes a reality. Energy innovation in the field of energy is very important, and the nuclear fusion is in the center of that. Parmi les innovations proposées, la société Alpharing décide d'inclure l'intelligence artificielle dans la fusion nucléaire. Une démonstration de fusion en direct est réalisée pour illustrer cette technologie, une première mondiale. La fusion, et ça c'est important à comprendre, c'est une façon de produire de l'énergie qui, à différence de toutes les autres, n'a pas de risque d'explosion. La fusion prend beaucoup de temps pour être développée, trop de temps malheureusement, et je crois qu'il y a peut vraiment aider. Et d'un autre côté, nous avons réalisé ce produit qui est un produit qui peut produire une énormité de données sur votre table de laboratoire. Les machines là, en fait, que nous avons, elles sont en Californie et à Taïwan. Mais on peut réaliser la fusion sur ces machines en partant d'ici. Et donc, nous pouvons produire beaucoup de données. Et avec beaucoup de données, après, elle sait quoi faire. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la fusion qu'on fait ça, qu'on fait une fusion transatlantique. Par cette deuxième édition du Monaco Clean Fusion Forum, la principauté renforce son engagement pour une transition énergétique respectueuse de l'environnement. L'ordination diaconale, le sacrement de l'ordre, un des 7 sacrements de l'Église, a eu lieu hier en la cathédrale de Monaco pour Simon Hardis, nommé comme diacre permanent. Le diacre a pour mission principale, on le rappelle, le service dans 3 domaines essentiels, le service de la parole, celui de la liturgie et celui de la charité. Il est souvent impliqué dans des œuvres sociales et joue un rôle de pont entre l'Église et le monde, en témoignant bien sûr de l'Évangile par son engagement concret dans la société et s'engage également à assurer quotidiennement la prière de l'Église. Aujourd'hui, à un moment fort au cœur du Stade Louis II, le prince souverain a inauguré l'exposition « Il était une première fois », marquant 40 ans d'histoire sportive et culturelle à Monaco. Christine Petit-Homel et Jean-Alexandre Dordet étaient sur place. Voici leur reportage. Mise en place dans l'allée piétonne du Stade Louis II, entièrement rénovée. Pour l'occasion, cette exposition revient sur les premiers grands événements qui ont marqué la vie du lieu. Premier match de football, premier record du monde, premier concert ou encore première compétition de tir à l'arc. Grâce à des archives rares, des photos inédites et des témoignages, les visiteurs pourront revivre les débuts qui ont forgé la légende du Stade Louis II. On est parti de 1985, on va jusqu'à 2025. On a recherché dans les archives des photos, des articles de presse, des tickets d'entrée. Il y avait des choses que moi-même je n'ai pas connues.
un tournoi de cricket sur la pelouse, par exemple. Je n'avais jamais entendu parler, et pourtant on a trouvé des articles de presse, on a trouvé plein de choses. On a trouvé des articles aussi de presse concernant, par exemple, un tournoi de Scrabble qui a eu lieu dans le gymnase scolaire, et quand on lit les participants, on se rend compte que ce sont des gens de Monaco qu'on connaît et qui viendront voir, qui sont sur nos murs. Donc je trouvais que c'était un petit clin d'œil aussi à la population, parce que le stade, c'est quand même un cœur vivant de la principauté, et je pense qu'à Monaco, 100% de la population est passée au stade au moins une fois dans sa vie, et donc peut-être qu'ils se reconnaîtront, ou en tout cas ils reconnaîtront des événements auxquels ils ont pris part, auxquels ils ont assisté, et en fait l'idée c'était un petit peu ça. Imaginée par le scénographe Ahmad Rechad et le journaliste Gérard Holtz, cette rétrospective rend ainsi hommage à tous ceux qui, depuis 1985, font vibrer ce lieu mythique. Il était une première fois, sera ouverte au public pour plusieurs mois. Une plongée inédite dans 40 ans d'émotions et d'exploits que vous pourrez découvrir jusqu'au 31 octobre. Et le commissaire de cette exposition, il était une première fois, est avec nous ce soir. Journaliste pendant plus de 40 ans à France Télévisions. Bonsoir à vous, Gérard Holtz. Bonsoir Christophe. C'était quoi votre première fois? Alors la première fois, c'était en fait en voiture avec mes parents, parce qu'on campait sur la plage à Villeneuve-Loubet, et que mon père a décidé de venir à Monaco pour nous emmener voir le jardin exotique. Et ça reste pour moi un souvenir extraordinaire, parce que alors là vraiment c'était au bout du monde, c'était un mélange de Tahiti, d'Hawaï, des îles Vierges, et j'ai découvert en particulier les cactés et les coussins de belle-mère, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Bah oui, surtout quand on s'y pique à quelque chose comme au sport, bien sûr. Ouais. Il était une première fois, c'est une exposition, les 40 ans d'un stade particulier, ce stade Louis II, que vous avez côtoyé, vous avez commenté dans ce stade? Non, je suis intervenu plusieurs fois pour du football. Pour ce que je faisais, c'est-à-dire présentation de l'événement et ensuite une sorte de club après où on analysait le match, etc. Non, j'ai eu la chance par bonheur de commenter pendant pas mal d'années le tennis et la Formule 1. Et à chaque fois, c'était un vrai bonheur. Et je me souviens que je prenais un hôtel à Villefranche, je venais en train, et passer sur le bord de côte pour venir pour ces événements-là, c'est assez extraordinaire à vivre. Ah oui, quand on passe les petites gares de Villefranche, on fait Beaulieu, on fait Aise, on fait Cap-d'Aille, on arrive évidemment au cœur de Monaco. Monaco et Gérard Holtz, on vous retrouve ici, vous le Parisien de naissance, dans une exposition consacrée aux 40 ans du Stade Louis II. Par passion, et puis je ne pouvais pas refuser. Lorsque la directrice du Stade Louis II m'a appelé, Sylvie, en me disant on a besoin d'un petit coup de main pour mettre en place en particulier les illustrations et les accessoires qu'on va retrouver dans cette rue piétonne là sous le stade, je ne pouvais pas refuser, parce que j'ai toujours considéré que Monaco était l'une des grandes capitales mondiales du sport. C'est pas superflu de dire ça. Il y a tout ici. Entre l'athlétisme avec Hercules, entre la Formule 1, le tennis, le football, le basket, le judo, l'escrime, les triathlons, tout est concentré à Monaco. Et en particulier dans le stade Louis II, qui reste un stade très particulier, parce qu'on retrouve justement tous les sports dans ce stade Louis II depuis 40 ans. Le judo, l'escrime, la gymnastique, le karaté, il y a même eu du cricket, du rugby à 7 et du rugby à 15. Et évidemment, il y a la Roca Team et il y a Monaco qui a été 8 fois champion de France ici. Donc, je ne pouvais pas refuser de donner un coup de main et le vivre cet anniversaire des 40 ans. Je vous comprends tellement, parce qu'en plus, quand vous nous faites remonter à la surface plein de souvenirs de jeunes supporters ici à Monaco, même avant, avec l'ancien stade Louis II, bien sûr, mais pour ce stade Louis II, c'est 40 ans. Depuis 40 ans, de Magic Johnson, j'allais dire, jusqu'à Mike James aujourd'hui, on est comblé, quoi, Monaco, dans ce stade. Et en plus, il joue bien en ce moment, les basketteurs. On croise les doigts pour le match mercredi prochain à Barcelone. Ben oui, et on va tout retrouver surtout sur le mur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dans cette rue piétonne-là, la rue qui amène du stade Didier Deschamps au port, en se promenant, c'est la grande allée des souvenirs pour cette allée des grandes premières. C'est-à-dire que partant de 1985 et remontant jusqu'à 2025, les illustrations, les articles de presse, les coupes, il y a des vitrines dans lesquelles on a accumulé les souvenirs avec les maillots des grands joueurs, l'escrime, les tenues de judoka. Je pense que ça va beaucoup plaire aux gamins
qui vont se balader, que j'ai vu cette semaine en particulier, habillés en judoka, aller jusqu'au tatami là-bas ou à la piscine. Ils s'arrêtent et ils regardent la photo en disant « Ah ouais, c'était ici ». C'est ça qui va être formidable. C'est un grand voyage dans l'histoire de Monaco. Ouais. Cette exposition 2025, pour les 40 ans, l'année du centenaire de l'AS Monaco Football, il y a une photo qui vous plaît plus ou un texte, parce qu'on va y revenir dans un instant. Vous êtes également, non pas à vos heures perdues, vous n'avez jamais d'heures creuses comme tous les grands sportifs, mais vous êtes également écrivain. Hein. Alors, il y a une des photos qui est vraiment très étonnante. C'est l'année où le 4x100 mètres américain a battu le record du monde ici, avec Leroy Burrell et avec Carl Lewis. Ils battent le record du monde, 37, de tête c'est 37,97, un truc comme ça. Et surtout, après, ils remettent leur tenue du Monica Santa Monica Track Club. Ouais, ouais. Et c'est incroyable. On a l'impression qu'ils ont un slip noir qui sort de la jungle. Ils lèvent les bras et c'est un grand événement et en même temps ils sont presque déguisés. C'est vraiment une photo étonnante qu'on va voir exposée là sur le mur. Merci pour cette exposition. On rappelle que Gérard Rolls, c'est 44 ans de télé, de Vive le vélo, vive le sport, bien sûr. Et c'est surtout aujourd'hui quelqu'un qui a adopté notre région, qui habite pas très loin, du côté de Nice avec son épouse. Vous faites encore du théâtre, vous faites des conférences, vous faites des livres et vous faites beaucoup de sport, ça se voit. Oui, encore du vélo. Je viens très souvent d'ailleurs à Monaco et puis ensuite je monte à Aise ou un truc comme ça. Du vélo et du golf. Et surtout, le coup de cœur pour la région, quoi, pour la Côte d'Azur. C'est quand même un endroit. J'avais rêvé quand j'étais gamin. J'avais rêvé un jour de m'y installer. Le rêve est réalisé. Et je vous comprends, parce qu'on peut croiser en plus, comme vous aimez le vélo, des garçons comme Pogacar, le vainqueur hier de la Flèche, et c'est vrai de Liège-Bastogne-Liège. C'est un endroit où on peut en plus croiser ces champions, ce qui a été votre cas pendant beaucoup d'années. On vous souhaite plein de belles choses, des pièces de théâtre, encore on le disait pour vous, peut-être à Nice avec du Marivaux, avec des spectacles, des conférences sur le vélo. On retrouve tout ça sur le site de Gérard Rolls, qui était avec nous aujourd'hui, pour nous présenter ces 40 ans, cette exposition au cœur du Stade Louis II. Merci mille fois, Gérard Rolls, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci Christophe, merci. Et ne vous privez pas de voyager dans le temps avec cette exposition des 40 ans dans le Stade Louis II. Oui. L'arrivée hier de la course cycliste, la COCC, Champagne and Oyster Cycling Club of Monaco, entre Saint-Tropez et la Principauté, 140 km à vélo, avec comme objectif de lever des fonds, notamment pour la fondation Princesse Charlène, qui a pris part, tout comme le Prince Albert, à la randonnée en fin de parcours. Une épreuve pour la bonne cause et qui s'est terminée par une grande fête devant le Slammers en plein milieu de la rue Suffren-Raymond. C'est une équipe féminine de volley qui a mis le feu au gymnase Moneghetti hier après-midi face au Voléro Le Canet. Invaincues depuis 2 ans, les volleyeuses monégasques ont su s'imposer une fois de plus lors de cette rencontre et cette victoire pourrait leur ouvrir les portes au niveau supérieur. Un reportage de Sarah Villemain et Jean-Alexandre Dornet. Ce week-end s'est terminé sur une belle note pour l'équipe féminine de l'AS Monaco Volley qui remporte son dernier match à domicile face au Voléro Le Canet. Une victoire bien méritée après de nombreux entraînements concluants. Alors on a préparé le match d'aujourd'hui comme on prépare tous nos matchs depuis 2 ans, donc avec cette équipe avec qui on vit une aventure incroyable. Donc on l'a préparé avec beaucoup de sérieux à l'entraînement, beaucoup d'implication. Chacune connaît son rôle dans l'équipe, donc ça c'est un élément qui est extrêmement important. Et donc chacune a au maximum travaillé sur son domaine pour pouvoir donner le meilleur et se mettre au service de l'équipe aujourd'hui. Cette victoire leur permet une montée sportive en élite, 2e division française, et d'être qualifiée en phase finale de National 2. Déjà championne de France l'année dernière, l'équipe avait obtenu son billet d'entrée pour la 2e division, qui n'avait malheureusement pas été possible. On a la possibilité donc, de monter en 2e division, donc c'était le cas aussi l'année dernière, on a été championne de France. Malheureusement pour des raisons budgétaires, nous n'avons pas pu accéder à ce niveau-là. Ça représenterait pour le club de jouer en ce qu'on appelle l'équivalent de la Ligue 2 et ce serait extraordinaire pour l'équipe. Face à un Voléro affaibli, les Monégasques remportent 3-7-0, un match avec de nombreuses attaques qui ont permis de ne laisser aucune chance à leur adversaire. Quelle émotion vous traverse après cette victoire ? Beaucoup de joie, l'accomplissement de beaucoup de choses, de beaucoup de travail, de beaucoup de concessions aussi. Donc voilà, on a une super équipe et beaucoup de joie, on ressent beaucoup de joie. On a vraiment une équipe où on entretient beaucoup notre culture d'équipe et on voit vraiment la force de notre collectif dans tous les combats qu'on a menés.
C'est-à-dire que parfois on est mené dans les sets, on arrive toujours à revenir, on se fait confiance, on communique beaucoup. Donc c'est vraiment le collectif notre plus belle force. L'ambiance était à son maximum, cris, encouragements et tambours. Les supporters monégasques étaient au rendez-vous. La saison n'est pas terminée pour les volleyeuses de l'AS Monaco qui attendent avec impatience le dernier match de la saison et la finale France pour défendre leur titre. En basket, nouvelle victoire pour la Roca Team hier à domicile face à Limoges pour la 27e journée de la Betclic Elite. Les Monégasques, deuxième au classement, l'ont emporté aisément 91-52 face au CSP Limoges. Quant à lui, 14e, un succès qui leur permet de rester bien placés juste derrière l'ASVEL au classement. Le récit de cette rencontre, signé Théo Schumer, il était avec Jean-Alexandre Dordet. Un match agréable pour Monaco avec peu d'appréhension. Malgré ses atouts en attaque et en vitesse, Limoges n'a pas trouvé la parade contre la stratégie millimétrée et la place étouffante occupée par la Roca Team sur le parquet de Gaston Médecin. Les Limogeaux avaient pourtant bien commencé, partant avec quelques points d'avance, mais ont très vite été rattrapés par les Monégasques jusqu'à les distancer de 27 points à la fin du deuxième quart-temps. Il faut attendre le retour des vestiaires en troisième quart-temps pour voir Limoges se rattraper légèrement de quelques points. Mais toute leur bonne volonté n'aura pas suffi à contrer le jeu de Monaco qui n'a fait que prendre de l'avance jusqu'au coup de sifflet final. Résultat 91-52 pour la Roca Team, 39 points d'écart. Un dénouement peu surprenant mais une belle répétition générale à 3 jours de son déplacement à Barcelone pour les quarts de finale en Euroleague. Ce qu'on voulait en tout cas c'était faire un match sérieux, un bon match, rester surtout dans le rythme par rapport aux playoffs qui vont arriver directement là dans 3 jours. Donc voilà, ça c'était important et clairement c'est ce qu'on a fait. Donc c'était très bien. Défensivement, on les a tenus à 52 points, donc c'était excellent. On est resté sur ce qu'on a fait contre Barcelone. Avoir une défense plutôt active, etc. Donc voilà, c'était ça qui était important, garder vraiment le rythme et continuer, je dirais, dans la même énergie que celle qu'on avait pu mettre sur les derniers matchs. Après cette 5e victoire en championnat qui la maintient 2e au classement, la Roca Team prépare donc maintenant son retour en Euroleague. Rendez-vous mercredi à 19h sur le parquet des Barcelonais, déjà battus 2 fois plus tôt cette semaine par les Hommes du Rocher. Et juste après ce journal, les experts du foot avec notre consultant Laurent Banit pour revenir tout d'abord sur la 4e place de Monaco tombée du podium et sur les demi-finales cette semaine de la Ligue des Champions. C'était le grand jour ce lundi pour les participants du concours Dessine-moi un jardin, un événement organisé par la Direction des Affaires culturelles et la Direction de l'aménagement urbain. L'objectif, renaturer la ville comme le souhaite le gouvernement princier, un projet citoyen que vous décrit Marie Bonnet-Blanc pour refleurir Monaco. Un projet articulé autour du thème « Voyage au cœur de l'art ». La disposition des fleurs devait être artistique et réfléchie. L'idée était de lier la nature avec la culture. On a proposé à la population de Monaco de fleurir leur quartier grâce donc à la découverte de plusieurs plantes qui étaient à leur disposition par la direction de l'aménagement urbain, mais en même temps de choisir soit un tableau, soit une phrase littéraire, un vers de poésie, et de construire à partir de ce départ artistique une jardinière qui sera en ornement durant tout le printemps, tout l'été. Le square Gasto et le jardin du Trocadéro, ainsi que bien d'autres, seront dorénavant fleuris afin de créer un environnement attractif pour les habitants. Moi, j'avais toujours eu cette idée de la jarre couchée. Et c'est vrai qu'avec ma fille, on a trouvé cette idée ensemble, du choix des plantes, etc. De faire vraiment au niveau de la jarre, que ce soit une sortie comme si toutes les fleurs sortaient de la jarre. Et voilà, et puis donc maintenant on met ça en œuvre. On va même venir l'entretenir aussi. Donc je trouvais que c'était vraiment... on habite juste à côté en plus, donc pour moi c'est un cadeau. Un cadeau pris au sérieux par les participants. Ouvert à tous à partir de 10 ans, cette journée était l'occasion parfaite de partager une matinée en famille. On les fait tous, on les fait ensemble. Joshua il m'aide à creuser et moi je mets les plantes. Je les rentre dans les trous et je les remets dans la terre. Et parfois on échange. Papa, lui, il fait ses plantes de son côté. Nous, on les fait ensemble parce que parfois c'est dur. En octobre prochain, un jury fera le déplacement afin d'élire le plus beau massif, laissant ainsi aux plantes le temps de fleurir.
Et on va continuer à parler trophée avec cette nouvelle récompense pour la chef pâtissière du Monte Carlo Bay. En effet, après le guide Michelin, c'est au tour du Goemio de la distinguer avec le titre de meilleur pâtissier de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. Floriane Grand est avec nous ce soir. Bonsoir Floriane. Bonsoir. Quel sourire, quel bonheur de vous retrouver évidemment avec... Alors il y a les étoiles, chez Michelin ça on connaît, décerné à Metz il n'y a pas si longtemps. Et là cette fois c'est Goemio. Oui. Il vous les faut toutes les étoiles, toutes les récompenses. On va dire que c'est une bonne année. Vous travaillez souvent et bien sûr au côté du chef Marcel Ravin. Oui. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans aux côtés du chef Marcel Ravin et pour le Monte Carlo Bay et pour le Blue Bay également. Qu'est-ce qui vous inspire le plus finalement, c'est de travailler avec ça dans la foulée de sa cuisine? Est-ce que vous vous inspirez de ce qu'il fait auparavant pour pratiquer ensuite votre discipline? Oui, bien sûr, c'est clairement indispensable pour le restaurant et pour le Michelin et le Goemio aussi, je pense. Ça nous permet d'avoir vraiment quelque chose de lisible pour les clients, de l'entrée jusqu'au dessert. La salle aussi a beaucoup d'importance dans cette harmonie. Une très belle harmonie en tout cas entre vous et ce mariage finalement, ce duo incroyable à 4 mains, mais vous êtes toute une brigade derrière bien sûr. Oui, effectivement tout ça se fait pas seul. Toute la brigade est très heureuse de toutes les distinctions qu'on a pu avoir ces derniers temps et ça pousse tout le monde à travailler encore mieux au quotidien. Floriane Grand, dans vos desserts préférés, on dit toujours la signature, une référence, une signature référence. Quelle est votre préférence? J'aime bien travailler les fruits et tout ce qui est herbacé. On a la chance d'avoir un jardin au Monte Carlo Bay qui nous permet de travailler avec les pousses de saison et on aime bien travailler dans ce sens-là. Oui, en me promenant sur votre compte, je me suis aperçu qu'il y avait effectivement, par exemple, les oranges en fruits de saison, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Hein. On a la chance à l'Orange Verte, donc au sein du Monte Carlo Bay qui est en plein milieu de l'hôtel, ce beau restaurant avec une belle terrasse qui est entourée d'orangers, de citronniers et donc on travaille effectivement avec ces fruits et en ce moment on va travailler sur les fleurs d'agrumes parce qu'on est en plein dedans et on essaye vraiment au maximum de profiter de ça. Vous avez parlé des fleurs de saison et de ces senteurs que nous avons autour de nous. Par exemple, si on doit travailler ensemble autour du citron, une petite tarte au citron, vous me conseillez quoi? De la faire un peu meringuée, un peu plate, différente? Je pense qu'on peut utiliser les classiques de la tarte au citron meringuée, mais de la retravailler avec un assaisonnement différent, que ça soit une herbe ou un petit piment ou un poivre pour un peu pepser le classique de la tarte au citron. Juste un petit secret de famille, un secret de travail pour vous. Comment ça se passe la sélection naturelle? Elle se fait à la fin? Vous faites goûter plusieurs desserts pour choisir avec le chef? Alors on a travaillé en amont, on a déjà fait des essais, on a goûté des choses entre nous, entre pâtissiers. Et après, une fois qu'on pense que c'est abouti, on va aller faire la dégustation au chef qui va nous donner son point de vue par rapport à son œil plus critique. Et après, on va retravailler ensemble pour atteindre ce qu'il faut atteindre pour le Blue Bay. L'inspiration vous vient comment? Elle vous vient au fur et à mesure, en vous promenant un petit peu au bord de mer ici ou en vous promenant dans les jardins du Bay ou ailleurs? Alors, oui, au niveau de la saisonnalité, oui. Après, il y a toute une partie quand même qui est très tournée autour de la gastronomie martiniquaise, donc où le chef va me faire découvrir des produits que moi je ne connais pas et on va essayer de les associer à nos techniques de pâtisserie française. Et voilà la clé du succès, peut-être de la réussite. Vous êtes honoré, qu'est-ce que ça vous fait finalement d'avoir, pour conclure, d'avoir ces étoiles, ces distinctions, que ce soit du Goemio aujourd'hui ou encore du Michelin auparavant? Ça vous donne encore un élan? Ça vous donne envie de faire autre chose dans la vie aussi? Autre chose, pas forcément, de continuer ce qu'on fait et de le faire encore mieux, oui. Et ça fait quand même très plaisir aux équipes aussi, qui sont mis en lumière, ce qui est pas souvent le cas à travers moi, même si vous voyez moi, derrière moi il y a tout le monde et du coup tout le monde est vraiment content et ça pousse tout le monde à travailler encore mieux, à être plus créatif et c'est un plaisir. Et si ce soir toute l'équipe de Monaco Info vient manger un dessert chez vous, vous me proposez quoi comme dessert? Alors en ce moment, on travaille sur un nouveau dessert autour de la rhubarbe et de la patate douce qui n'est pas encore abouti, mais si vous venez ce soir, on peut faire un effort. J'ai bien envie de tester. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous et encore bravo pour cette nouvelle distinction. Goemio, juste après le grand guide Michelin. Merci à vous en tout cas, bon courage pour tout. Merci, au revoir.
Et à Monaco, la diplomatie passe aussi par l'assiette à l'initiative de l'association Amis. Ce midi, dans les cuisines du lycée Régnier 3, 17 élèves s'affairaient autour d'un projet pas comme les autres. Un dîner d'exception aux saveurs du Pérou. Un sujet mitonné et signé Léa Dutrouille et Julien Logier. Le défi est ambitieux, faire revivre l'héritage culinaire des Incas à travers un menu moderne inspiré des traditions andines. Maïs, quinoa, piment et patates douces deviennent les ambassadeurs d'une culture millénaire. L'association monégasque ibéro-américaine se met au défi, depuis plus de 3 ans, de partager cette culture amérindienne. Fruit d'une collaboration avec le lycée Régnier 3 et l'ambassade du Pérou en France et à Monaco, ce dîner tisse des liens entre les cultures dans l'esprit même de la francophonie, célébrer les peuples par la langue et ici par les saveurs. Nous attendons en fait à récolter des fonds pour nos projets sociaux et sportifs que nous tenons à nos pays sud-américains et américains. Et c'est important pour Monaco de partager cette culture péruvienne notamment ? Bien sûr, on partage avec Monaco notre culture, notre savoir-faire, la gastronomie, avec les collèges aussi, les lycées. À leur côté, une brigade de cuisine péruvienne veille au respect des gestes, transmettant bien plus qu'une technique, une mémoire, un art de vivre. L'héritage, c'est cette gastronomie qui devient très importante et je pense qu'il faut la faire découvrir. Et ces ponts qui existent entre le Pérou et Monaco, il faut l'avancer avec la cuisine. Je pense que c'est une façon extraordinaire de nous connaître, de se découvrir et de partager. Tout le monde est vraiment ravi de participer à ce voyage imaginaire vers le Pérou. Un voyage imaginaire qui n'est pas sans rappeler Peter Pan et les enfants perdus, mais pour les étudiants, il s'agit là d'une initiation rare à la gastronomie diplomatique, où chaque plat porte un message. C'est beaucoup de produits nouveaux, surtout en termes d'assaisonnement. Les piments, beaucoup de piments, nous on n'utilise pas beaucoup ça dans la cuisine occidentale. Mais là, pas mal de nouveautés et surtout une autre façon de travailler les produits et c'est intéressant. Il n'y a pas que la cuisine française, il y a aussi partout dans le monde et on travaille énormément différemment, il y a plein de techniques et c'est hyper intéressant. Un avant-goût prometteur avant la grande réception prévue demain 19h au Yacht Club de Monaco, sous le signe du partage et de l'élégance. Si l'année dernière le Honduras était célébré, cette année l'héritage des Incas sera savouré. Avant de retrouver Alban Jean-Jambe pour votre météo de ces prochaines heures, comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour consacrés à la première étape du concours « Dessine-moi un jardin ». Les photos sont signées Stéphane Dana. Je vous donne rendez-vous demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous, et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. La semaine continue sur sa bonne lancée. Après un lundi ensoleillé en principauté, on poursuit sur une belle journée demain avec un ciel peu nuageux, du soleil et un indice UV élevé, donc pensez à vous protéger. Les températures oscilleront entre 14 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi. Et en ce mardi 29 avril, nous fêterons les Catherines. Ce sera aussi la journée internationale de la danse en hommage à la naissance de Jean-Georges Nauvert, maître de ballet du XVIIIe siècle et créateur du ballet moderne. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.